Coucou les filles et papa, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo mais aussi pour un nouveau concept sur ma chaîne. Oui, encore. On continue avec les nouveaux concepts, hein. Je me suis commandé des magazines de cuisine, mais aussi le Géo. Pour ceux qui ne connaissent pas le Géo, c'est un magazine sur le voyage. J'aime beaucoup ce genre de magazine, j'aimais beaucoup quand mon père le recevait quand j'étais gamine. Moi je lisais pas forcément, je regardais beaucoup les images, mais c'est tout. Et aujourd'hui, maintenant, si je le veux, c'est pour les textes et les images. Et je voulais faire ce carnet, et c'est pour ça qu'on est là. Ce carnet, c'est... L'idée générale, c'est que je prenne un des thèmes que vraiment j'aime beaucoup, beaucoup, dans les géos que je reçois, enfin que je reçois entre guillemets, donc dans les géos que je vais lire. Je fais un petit complément d'enquête, je dirais entre gros guillemets, et je mets tout ça dans ce carnet. Donc dans ce carnet, il y a l'article du géo et aussi mon petit complément à moi que je voulais rajouter. Il y aura plusieurs choses dans ce carnet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parler de la cité perdue. Je vais commencer par vous parler de la cité perdue du Machu Picchu. Moi je vais commencer à vous parler de ce sujet-là. J'espère toujours pouvoir réussir à recevoir le géo, mais le prochain, en tout cas, dans tous les cas, le prochain sujet sera sur l'Orient Express. L'Orient Express, c'est juste pour moi magique. Aujourd'hui, je vous propose simplement une vidéo où je vous parle donc de ce que j'ai lu et de ce que ça m'a fait penser, de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai recherché. On commence donc par la cité perdue du Machu Picchu. Il faut savoir que dans l'article de Géo, c'était à la recherche d'une cité perdue, qui n'est pas du tout le Machu Picchu. Mais personnellement, je trouvais ça intéressant de d'abord parler du Machu Picchu, parce que dès que j'ai lu le gros titre, je me suis dit « Ah, c'est génial, on va voir le Machu Picchu ». Ce n'était pas ça, mais c'est pas grave. J'ai vraiment eu envie d'en parler. La cité perdue du Machu Picchu, vraiment celle-ci, je pense que je l'ai vue dans des films. J'ai dû en entendre parler dans des films ou dans des jeux de société. Franchement, je n'arrive pas j'ai pas retrouvé réellement, à part bien sûr le dessin animé, La Cité Perdue, que j'ai adoré étant plus jeune. Mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas retrouvé exactement où est-ce que j'avais pu le voir et surtout dans quel jeu. Situé au sommet d'une montagne, au milieu de la forêt tropicale, le sanctuaire historique est un lieu qui captive le visiteur. Pour sa beauté architecturale et son héritage historique et culturel. En 1983, la citadelle est déclarée comme patrimoine culturel et naturel par l'UNESCO. La citadelle est composée de temples, palais, terrasses, monuments, etc. Entouré par les forêts, le site du Machu Picchu reçoit annuellement la visite d'1,5 million de touristes. C'est juste énorme. Il y a une surface de plus de 30 000 hectares où il est possible de trouver une faune et flore variée. L'histoire du Machu Picchu. Située au cœur des Andes péruviennes, la citadelle sacrée des Incas a été construite vers 450 et découverte en 1911. Elle cache encore des énigmes et des mystères sur la véritable finalité du site. Ceci suscite encore l'intérêt des visiteurs et des archéologues du monde entier. En raison de son emplacement stratégique au sommet d'une haute montagne, il existe diverses théories sur ce que le site signifiait pour les Incas. Certains affirment qu'il a été construit pour qu'il soit le grand mausolée de l'Inca Pachacutec, tandis que d'autres affirment qu'il s'agissait d'un important centre administratif et agricole, dont les zones de culture servaient pour l'alimentation des habitants. Cependant, on considère également qu'il a servi comme un point relais obligé entre les Andes et l'Amazonie, ou comme une résidence secondaire pour le gouverneur Inca. Machu Picchu constitue l'un des plus grands symboles de ce qui fut l'architecture et l'ingénierie Inca. Bien que son origine soit encore l'objet d'études, la valeur et l'importance qu'il a représentée, ainsi que son imposante construction, fait qu'elle soit considérée comme l'une des 7 merveilles du monde moderne. Les endroits d'intérêt à Machu Picchu. Lorsqu'on visite le sanctuaire, on est témoin des attractions les plus fascinantes et incroyables, chacune avec sa propre histoire et sa propre signification, toutes avec une grande beauté architecturale. Au total, il y a environ 196 points touristiques à l'intérieur de la citadelle, des complexes
archéologiques, des places, des temples, des fontaines d'eau, des monuments, des résidents, tout reliés les uns les autres, avec un bel entourage naturel. Lors de la visite du Machu Picchu, on peut voir 2 secteurs bien démarqués et séparés d'un mur d'environ 400 mètres de long. L'un orienté à des fins agricoles et l'autre plus urbain. Le secteur agricole se caractérise par la présence de terrasses, plateformes utilisées pour la culture de divers aliments. Très proche de cette zone, il y a quelques maisonnettes qui seraient les habitations des agriculteurs. D'autre part, dans le secteur urbain, se trouve une résidence royale qui est la construction la plus belle, la plus grande et la mieux organisée de l'endroit. Place Sacrée, Plaza Sagrada, est le principal site cérémonial de la ville. La pyramide de l'Intihuatana, pyramide del Intihuatana, abrite le grand cadran solaire. Le temple aux 3 fenêtres, Templos de las Tres Ventanas, est l'une des chambres composées de 3 grandes fenêtres en pierre, et le temple du Condor, Templo del Cóndor, qui comprend des endroits à usage cérémonial. Vous avez même la version en espagnol de chaque endroit, c'est pas mal, c'était très difficile pour moi de le lire, vous avez bien compris. Mais voilà pour ce qui est du Machu Picchu. C'est un peu les recherches que j'ai faites et que je voulais absolument noter sur ce carnet. Maintenant, on va passer donc à la recherche d'une cité perdue. Maintenant, nous allons passer à l'article du Géo, donc à la recherche de la cité perdue. C'est un anti-Machu Picchu, justement. À l'abri des flots de touristes, dans la jungle du nord colombien se cachent les vestiges d'une ville mystérieuse construite par les Tairona. Un peuple disparu, pour s'y rendre, il faut, comme notre auteur, s'armer de courage et de bonnes chaussures. Pour avoir lu l'article, en effet, il faut du courage. Je comprends pourquoi il y a peu de touristes qui y vont, mais ça a l'air vraiment très très intéressant. Pour y aller, allez les Soldados, le surnom de notre petit groupe, que l'on pourrait traduire par les Transpiros. Ok, donc en gros, ils ont beaucoup transpiré. On se réveille, il est temps d'aller visiter la Ciudad Perdida. Au 3e jour de notre trek à travers la foisonnante jungle colombienne, juste avant 5 heures du matin, Eileen Paul, l'une de nos guildes, est venue pour nous tirer de nos étroites couchettes protégées par des moustiquaires. Un peu plus d'1 heure plus tard, après avoir enfilé, non sans appréhension, un t-shirt à manches longues, humide, et englouti œufs et arepas, des galettes de maïs, au petit déjeuner. Je franchis en sautillant les eaux du fleuve Buritaca et je me retrouve au pied de 1200 marches de pierre. Au sommet, entre 900 et 1200 mètres au-dessus, au niveau de la mer, on nous attend notre destination finale, Teyuna, surnommée la Ciudad Perdida, la cité perdue de la Colombie. Bâtie au flanc de montagne dans le département de Magdalena, au nord du pays, à une 50aine de kilomètres de la côte caraïbe, cette ville fut jadis le cœur battant de Teironas, un peuple amérindien, qui occupèrent ce coin d'Amérique du Sud durant plus d'1 millénaire avant l'arrivée des premiers Espagnols au début du XVIe siècle. Tombé dans l'oubli durant 400 ans avant sa redécouverte accidentelle dans les années 70. Ciudad Perdida sidère autant par ses dimensions que par sa sophistication. Ce sont 32 hectares couverts des vestiges de terrasses, places circulaires, canaux, voies pavées, escaliers, dont certains remontent au 7e siècle. Souvent dans un état de conservation remarquable. À l'apogée de la cité, quelques 2500 personnes demeuraient là, estiment les archéologues. Aujourd'hui, visiter l'endroit se mérite.
Le seul moyen d'accéder au site est de se lancer à pied dans un trek au départ du village de Macheto Pelao. 46 km aller-retour à travers la forêt pluviale, de nombreux dénivelés, un air suffocant, une hygrométrie de 90% et des escadrons de moustiques. Les aménagements sur le chemin sont réduits à leur plus simple expression, mais les constructions en cours dans plusieurs campements et la présence de buvettes attestent que les visiteurs sont de plus en plus nombreux. Et de fait, avant la pandémie, le tourisme avait connu une progression impressionnante depuis 2008. Même si sa renommée de destination pour les aventuriers et de sites archéologiques était encore éclipsée par celle de sa principale rivale sur le continent, le Machu Picchu au Pérou, qui attire chaque jour des milliers de visiteurs dont la plupart ne viennent vraiment pas en crapahutant, mais plutôt en train ou en bus. Beaucoup plus simple en effet que pour cette cité. Les ruines de Ciudad Perdida, elles, sont accessibles uniquement à pied, n'attiraient en 2019 que 70 personnes par jour. Et à ce jour, la différentes entités qui contrôlent la zone, dont 4 groupes autochtones, l'Institution colombienne d'anthropologie et d'histoire, ainsi que le Global Heritage, ont repoussé tout plan visant à en faciliter l'accès. Alors moi, je comprends tout à fait justement cette question de est-ce que, parce que je peux comprendre pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui viennent visiter le site, parce que ça peut être un site vraiment magnifique, de pouvoir donner l'accès à plus de personnes. Mais en même temps, donner l'accès à plus de personnes veut aussi dire abîmer plus rapidement le site. Alors je trouve que c'est bien de garder certains sites un peu, pas cachés, mais difficiles d'accès. Alors, le site redécouvert il y a 50 ans par hasard fut largement mis à sac. Oula, bah justement. Il a été ainsi question à un moment d'un funiculaire qui aurait pu simplifier les choses, mais le projet a essuyé plusieurs refus. Cette nécessité de passer par un trek est la première ligne de défense du site. Exactement ce que je vous disais. Remarque Santiago Giraldo, anthropologue et archéologue qui travaille dans la région depuis plus de 20 ans. Malgré cela, la construction partout de refuges et de camps de nuit laisse entrevoir une augmentation du nombre de visiteurs et une plus grande dépendance locale vis-à-vis du tourisme. Une tendance qui se retrouve à l'échelle nationale. Le tourisme étant passé entre 2010 et 2019 de 1,7 million à 4,5 millions de visiteurs internationaux. C'est juste énorme. Les conseils pour un trek par 90% d'humidité. Vous n'êtes pas... logiquement, vous savez, mais bon, je vais le rappeler. En Israël, nous connaissons en été du 85% d'humidité. Et franchement, c'est galère. C'est vraiment galère, mais ça se fait, je vous le dis. Alors, les conseils pour un trek par 90% d'humidité. Un sac de randonnée de taille moyenne, 50 litres. Plusieurs grands sachets en plastique refermables pour garder ses vêtements propres et secs, séparés du linge sale ou humide. Un chapeau anti-moustique, de la crème solaire et un spray répulsif anti-moustique. Des shampoings solides, faciles à transporter et du savon biodégradable. Un rouleau de papier toilette à protéger de l'humidité dans un sac plastique. Un poncho léger pour la pluie, utile même pendant la saison sèche. Une gourde d'1,5 litre. Des sacs pour rapporter ses déchets. Pas de ramassage de poubelles sur le site archéologique. Voilà pour les petits conseils. Si vous voulez y aller, suivez-les. Alors, pour ce qui est de la Ciudad Perdida, qui n'est que l'un des sites de peuplement Terrona, parmi plusieurs centaines que compte la région. Couvre la crête et les pentes d'une colline qui surplombe le fleuve Buritaca. L'endroit fut redécouvert en 1972 par des braconniers et largement mis à sac.
jusqu'à ce qu'un client des guaqueiros, des pilleurs, ne prévienne le musée de l'or de Bogota, déclenchant l'arrivée sur place en 1976 d'archéologues de l'Institut colombien d'anthropologie. Le site est composé de secteurs distincts, de nombreuses terrasses sur plusieurs niveaux et quelques 200 structures de pierre remplissant divers offices sociétaux, commerciaux, politiques, résidentiels et rituels, pensent les spécialistes. Les terrasses ascendantes autour de l'axe central enjambent une étroite ligne de crête. Les plus grandes d'entre elles étaient probablement utilisées comme espace public pour des événements civils ou politiques. Vues d'en haut, elles apparaissent toujours comme des parcelles vierges, semblant miraculeuses, épargnées par la jungle qui a tout envahi. Le plus remarquable est légèrement déroutant pour un visiteur qui passe en général environ 3 heures sur place, c'est qu'il est autorisé de marcher quasiment partout. Cela s'explique en partie à cause du plan de la cité. C'est une architecture très étrange pour nous. L'histoire de la cité est aussi riche que curieuse. Les études archéologiques en cours ont permis d'identifier des structures enterrées plusieurs mètres sous les fameuses terrasses, suggérant que les lieux furent sans doute investis autour du 6e siècle de notre ère, avant de revêtir leur apparence actuelle autour du XIIe siècle, puis d'être abandonnés en raison de plusieurs vagues d'épidémies à la fin du XVIe siècle. En Colombie, l'essor du tourisme autour de la Ciudad Perdida est généralement attribué à la fin de l'activité. Des groupes rebelles qui ont longtemps contrôlé la zone. Durant des années, la violence, pour beaucoup, liée à la culture de du coca et la production de cocaïne, avait fait des environs une destination risquée et découragé les visiteurs. En 2003, par exemple, des membres d'une organisation de l'armée libération nationaliste, la guérilla marxiste, kidnappait 8 touristes qui s'étaient aventurés jusque-là, retenant certains d'entre eux durant 101 jours. Ironie de l'histoire, c'est l'écho que les médias ont donné à cette affaire qui a attiré l'attention sur le site et conduit à un afflux de visiteurs. Une drôle de campagne marketing. Aujourd'hui, la violence est de l'histoire ancienne dans la zone et plus rien ne menace sérieusement les randonneurs. L'armée colombienne maintient plusieurs avant-postes sur le site et dans ses environs, autant pour aider en cas d'accident le long de la piste que pour protéger le lieu. Les montagnes comportent diverses réserves indigènes, mais aussi des zones occupées par des agriculteurs, principalement des exploitations de café et de fermes d'élevage. Sur les sentiers, on croise régulièrement des Amérindiens Koji et Wiva, qui, de même que les Araucos, se disent descendants des Teironas. Par bien des aspects, la Ciudad Perdida est un modèle touristique responsable. Interdiction aux voyageurs solo de s'y aventurer. Il faut s'acquitter de environ 310 €, repas et bivouac inclus, pour se mêler à un groupe de randonneurs qui partira durant 4 ou 5 jours, accompagnés de mules portant les sacs. Tous les guides vivent dans les parages ou sont basés dans la grande ville de la Santa Marta. Les camps de nuit aussi appartiennent aux gens du coin. Autrement dit, l'argent des touristes revient directement aux communautés locales. Selon certaines estimations, dans les montagnes environnantes, la Sierra Nevada de Santa Marta vivent environ 60 000 autochtones, ainsi que 350 000 fermiers. Les entreprises qui emploient les guides œuvrent à faciliter les interactions des touristes avec les communautés locales, qui partagent volontiers leur savoir. Par 2 fois, je suis ainsi témoin de discussions durant lesquelles des hommes montrent leur poporos, un objet très personnel utilisé
pour conserver de la cale, une chaux extraite de coquillages marins brûlés réduits en poudre qui, mélangés dans la bouche avec des feuilles de coca, libère les propriétés psychoactives de la plante. Les guides tiennent aussi surtout à rappeler que le tourisme aide 600 familles environ à conserver leurs revenus stables. La popularité croissante du site ne va pas sans quelques frictions et échanges houleux avec la population. Depuis leurs petits stands postés le long du chemin, certains vendeurs se font pressants auprès des trekkers pour leur vendre des provisions et saluent ceux qu'ils croisent sur la piste. Mais d'autres locaux, c'est compréhensible, se montrent exaspérés. En cause, le flot constant de touristes curieux, de plus en plus nombreux à encombrer le sentier, laissant des déchets derrière eux, introduisant des technologies exotiques au sein de communautés jusque-là largement coupées du monde. Qui plus est, nombre de visiteurs, dont la plupart venus de l'étranger, appartiennent à des catégories socio-économiques contribuant de façon disproportionnée au changement climatique, phénomène qui menace le mode de vie autochtone lui-même. Un dilemme moral posé par le tourisme international qui m'apparaîtra avec une force inédite au dernier soir de notre aventure dans la jungle. Lorsqu'un ancien de la tribu des Koji nous implorera de respecter Mère Nature. Mais au-delà des attraits culturels, historiques et archéologiques, l'aspect le plus passionnant d'un trek à Suidas Perdidas est la beauté luxuriante de cette forêt tropicale colombienne. Passage obligé pour parvenir au site, la Sierra Nevada de Santa Marta. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1979. Est l'une des chaînes de montagnes les plus riches en biodiversité de la planète pour un éventail stupéfiant de plantes et d'animaux, dont environ 630 espèces d'oiseaux, pour beaucoup endémiques ou introuvables ailleurs sur Terre. De part et d'autre du sentier, la jungle avec ses envêtrements d'évéas du Panama, de palmiers rouillaux, de poulsénia couverts de lianes et des fourrés touffus se dresse comme un mur impénétrable. Plus d'une fois je m'arrête, happé par les profondeurs de la forêt, fasciné par le chant mélodieux d'un oiseau ou d'une fleur incroyablement vivante. Pour me rendre compte, jetant un coup d'œil vers le chemin de randonnée que j'ai pris plus d'1 heure de retard sur mon groupe et dois me hâter pour rattraper les autres. Mais aller vite n'est pas toujours possible. Par moments, la randonnée se fait exténuante. Chaleur étouffante, chemin de terre escarpé, exposition directe au soleil tropical. Et tout cela dans un tourbillon continu de moustiques. Déjà le premier jour, en 10 minutes, mes vêtements sont trempés de sueur. J'ai quelques chemises de rechange dans mon sac, mais mon pantalon de randonnée, que je suspends désespérément chaque nuit dans l'air chaud et humide, ne sèche jamais complètement. Signe révélateur du pouvoir d'enchantement de cette jungle. Cela ne me dérange pas le moins du monde. Le trek me permet également de me déconnecter des écrans dont la lueur omniprésente remplit d'ordinaire mes heures de l'éveil. Une situation qui m'apparaîtra incroyable après coup. Nous sommes fin février 2020. Quand confinés pendant la pandémie de Covid-19, presque tous les actes de la vie quotidienne se mettront à dépendre d'une connexion Internet. Lors de notre dernier bivouac, après 3 jours sans écran, je tends mon smartphone à une femme qui travaille au snack. Moyennant 5000 pesos, un peu plus d'1 euro. Elle entre le mot de passe du Wi-Fi du camp. Je cherche juste à sauvegarder mes photos. Mais d'un coup, le monde extérieur revient en force. Des SMS d'amis ou de la famille, une alerte Covid-19, des autorités sanitaires américaines, des flashs d'informations sur le marché en baisse, le gouvernement, la bourse. Comme tout cela semble absurdement éloigné. Il y a bien quelque chose qui vous fait réaliser à quel point le cours des actions importe peu. C'est la réalité viscérale de la jungle. Où vous secouez vos bottes le matin, où vous assurez qu'elles ne viennent
qu'elles ne contiennent pas de scorpions. Dans les semaines suivant mon voyage, des visites de Ciudad Perdida ont été interdites en raison de la pandémie. Sur place, l'inquiétude était grande pour la santé des communautés autochtones, potentiellement très vulnérables en cas d'exposition du virus, comme l'a prouvé il y a quelques années une épidémie meurtrière de grippe. Pour les guides, cuisiniers, porteurs, tous dépendants des trekkers pour leur subsistance, l'arrêt du tourisme fut un coup dur. Mais pour l'ancienne Teyuna, c'était presque un retour à la normale. L'espace de quelques mois, la grande ville de Tairona, quoique tirée de l'oubli, se retrouvait à nouveau dissimulée dans la jungle, faisant rêver les aventuriers. C'est sûr que quand on fait un trek de 4 à 5 jours à ce qu'il dit, juste avant la pandémie et qu'on reprend notre téléphone et là qu'on se prend dans la figure, la pandémie, déjà de base pour nous, enfin moi en tout cas, la pandémie a été très dure à vivre, de se prendre cet amas de choses étranges qui arrivent, mais de se dire on est en plein milieu de la jungle, on ne savait pas ce qui se passait et d'un coup on a tout ça d'un coup en plein la figure, ça doit être quand même très très compliqué. Le conseil de notre reporter. Je vais finir par ça. Oui, en effet, l'article se finit par ça. Comment y aller ? De Bogota, 1h30 de vol jusqu'à Carthagène, puis 4 heures de route jusqu'à Santa Marta. De là, 2 heures de piste jusqu'à Machete Pelao, puis 2 à 3 jours de marche jusqu'au site. 46 km aller-retour, comptez 4 à 5 jours. Avec qui ? La visite guidée est obligatoire. L'entreprise locale ExpoTour propose des itinéraires à environ 310 € par personne. Vérifiez auprès de les mesures sanitaires en vigueur à l'approche du voyage. Il nous donne le site. Quand partir ? Évitez les saisons des pluies, avril, juin et septembre, décembre. Privilégiez les périodes sèches, janvier, mars, juillet, août. En haute saison, réservez longtemps à l'avance. Voilà pour cet épisode de Géo. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé le fait qu'on parle d'une autre cité. Enfin, moi je vous ai parlé du Machu Picchu, mais c'est vrai que le fait aussi qu'on fasse un trek qui est qui est vraiment différent du Machu Picchu du fait de son accès. J'ai vraiment beaucoup aimé cet article pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, pour ce carnet-là, je reviendrai, je l'espère, pour l'Orient Express. C'est vrai que pour le moment, j'attends encore un petit peu de temps de voir si je peux avoir le magazine en question. Si je ne l'ai pas, je ne ferai comme là, via mon imprimante, via les pages du numérique et mon imprimante, malheureusement. En tout cas, il va y avoir encore beaucoup d'épisodes parce que très clairement, il y a beaucoup de numérique aussi. Je vais piocher un petit peu dans tous les géos que je vais lire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.